On a la chance sur cette série d'avoir commencé il y a très longtemps. On est devenu une vraie famille. Alors c'est pas, voilà, c'est réel. Et le truc est parti. Elle a pas enlevé son pied, le truc est parti à fond. Heureusement, elle s'est pas blessée. Elle a explosé la voiturette. Elle a explosé le décor. Ben, le théâtre, c'est une immense découverte pour moi. Est-ce que je peux dire un mot très vulgaire? J'avais pas les couilles d'aller au théâtre. Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 6e numéro de Ciné Massilia. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée à l'énergie communicative. Elle a aussi le sens du jeu, de la comédie, et elle a marqué de son empreinte le petit écran. Géraldine Lapalus, bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. Bonjour Samuel, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être ici. On est à l'aise. Il y a un beau fauteuil. On est à l'aise, on est dans un beau fauteuil, dans un beau cadre. Je suis super contente. On va pouvoir faire un bel échange, parler de ton parcours qui est très riche entre télévision, Merci. cinéma aussi et le théâtre. Évidemment, c'est l'actualité Ouais. qui arrive prochainement. Mais avant de commencer notre entretien, Géraldine, tu es venue avec un objet, pas n'importe lequel. Il va Oui. parler à tout le monde. Tout à fait. Tu m'as demandé d'amener un objet fétiche, en tout cas qui me faisait penser à un tournage. Et j'ai amené un objet, je pense, qui parlera à ceux qui me connaissent. Dans cette série, Waouh. c'est le polo, le vrai polo de Camping Paradis. Donc d'ailleurs, vous voyez, il a un petit peu pris le soleil, il est un peu usé. Donc voilà, le polo que j'ai porté dans la série Camping Paradis sur TF1 pendant 20 ans, puisque cette année, en 2006, on fête les 20 ans de la série. On a commencé en 2026, on a commencé en 2006 et en 2026, donc on fête les 20 ans. Donc voilà, ce polo, il m'a suivi pendant 20 années. Waouh. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Incroyable. C'est Voilà. un petit porte-bonheur, t'aimes bien le garder comme ça ou... Alors oui, alors celui-ci, vu qu'il est un peu usé, on l'utilise plus sur les tournages. Mais oui, forcément, c'est un porte-bonheur. En tout cas, c'est un souvenir qui fait partie intégrante de ma vie. Parce que 20 ans dans une vie, à mon jeune âge, c'est beaucoup. Donc énorme. oui, je le garde précieusement. Ah oui. Et alors peut-être que je l'offrirai un jour, mais peut-être pour une association ou un truc comme ça. D'accord. Voilà. Ce Si les serait- enchères montent, sait-on jamais. Je suis sûr que ça a beaucoup de valeur, effectivement. 20 ans d'une vie, c'est vrai que c'est énorme, en tout cas, pour à la fois un parcours d'une vie de femme, d'actrice aussi. T'en gardes quelles images aujourd'hui de toute cette aventure? Je suis plein de gratitude d'avoir la chance de faire mon métier, parce que je connais des comédiens et des comédiennes et des techniciens d'ailleurs qui sont extrêmement talentueux, qui n'ont pas forcément toujours l'opportunité de travailler sur autant de longueur. On parle de 20 ans de Camping Paradis en 2020. En 2006, j'ai commencé. 2006, ouais. Mais ma première expérience professionnelle, c'était en 2001 dans une sitcom qui s'appelait Le Groupe. Et donc, ça fait 25 ans que je travaille. Il y a toujours forcément des périodes qui sont plus ou moins intenses et d'autres plus relâchées. Mais donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Je trouve que le métier, on évolue tout le temps dans ce métier. Et c'est ça qui est hyper excitant et hyper motivant. C'est que les rencontres qu'on fait dans la vie, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des comédiens, que ce soit des textes, ou est-ce qu'on joue aussi notre art, que ce soit au cinéma, au théâtre, en court-métrage, ça peut être des émissions télé, ça peut être du cinéma, bien évidemment. Donc en fait, le parcours, il est pour moi encore qu'au début, même si on parle de 25 ans ou 20 ans de Camping Paradis. Bien sûr. pour le Tu te coup. souviens de ton arrivée justement sur Camping Paradis? Ouais. Qui t'a approché? Comment ça s'est passé? Alors j'avais rencontré un agent, donc j'étais jeune comédienne et j'ai fait un casting tout simplement à Paris, parce que on est à Marseille maintenant, mais c'était beaucoup à Paris à l'époque. Je parle de ça donc il y a 25 ans. Et du coup j'ai fait un casting avec Françoise Minidré, je crois à l'époque, et avec le réalisateur Didier Albert, et j'étais choisie dans ce casting. Et je me rappelle de ce premier tournage parce que je passais d'une sitcom à ce téléfilm-là. C'était un unitaire pour TF1 et j'étais hyper heureuse d'avoir été choisie. On partait pour 2 mois de tournage avec beaucoup de comédiens et donc dont certains que je connaissais, et j'étais ravie de pouvoir commencer cette nouvelle expérience avec eux. Tu te souviens de la lecture du scénario, justement? Qu'est-ce qui t'a plu dans la lecture globale et chez le personnage, surtout d'Amandine? Oui, tout à fait. En fait, au début, j'avais eu juste un petit peu les idées, le synopsis, on va dire, pas le texte entier pour le premier casting, parce qu'on était très nombreux et nombreuses. Donc, du coup, j'avais les scènes à apprendre. Et en fait, j'ai eu tout de suite le déclic avec le réalisateur Didier Albert, qui m'a tout de suite dirigé, qui est un monsieur, un vieux ours mal léché.
tellement génial. Et tout de suite, j'ai adoré la façon dont il m'a dirigée, déjà dans le casting. Et après, le personnage, je l'aimais bien parce que Amandine, c'est le personnage un peu péchu, un personnage sympathique. Donc, j'ai tout de suite aimé ce personnage. Après, bien évidemment, quand j'étais dans les sélections finales, j'ai lu le scénario et j'ai trouvé que l'idée était sympa. Ça se passait dans le sud, il y avait du soleil, il y avait une vraie idée aussi sociale sur le premier épisode avec l'histoire d'un jeune garçon handicapé. Donc, il y avait de l'amour, beaucoup de comédie et donc tout était réuni, tous les ingrédients étaient réunis pour faire un beau téléfilm puisque c'était un unitaire. C'est ça qu'il faut dire, un unitaire dès le départ. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est transformé en série? Le succès, j'imagine? Exactement, L'envie de tout commune? simplement. En fait, c'était un unitaire que produisait JLA pour la chaîne de TF1. Et puis, fort du succès. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la TNT. Et on avait fait 9,5 millions de téléspectateurs. Et donc, du coup, c'était un énorme pour la chaîne. Et ils se sont dit, ah, il y a peut-être un créneau là-dedans. Et du coup, ils ont décidé de faire un second épisode. Et puis, petit à petit, sur le temps, ça s'est transformé en série parce que ça restait des formats de 90 minutes. Donc pas un format de série de 52 minutes, vraiment en téléfilm, mais du coup il y en avait régulièrement, comme beaucoup de téléfilms à l'époque de TF1, de comédie, voilà. Ouais, clairement, ouais. On va revenir là-dessus sur l'importance des séries encore actuellement. Toujours sur Camping Paradis, l'épisode pilote, il avait été réalisé dans les gorges du Verdon. Après, il y a eu d'autres épisodes en Charente. Tout à fait. Alors, ça changeait de décor parce que d'abord, le premier épisode était un pilote. Et alors, je suis pas dans la production, mais je pense qu'il y avait un budget aussi qui était alloué pour un seul épisode. Et donc, après, à côté de ça, quand ils ont décidé d'en faire plusieurs, après ce premier épisode-là, il était décidé d'en faire au moins 2. Et la région de Charente, du côté d'Angoulême, en Charente-Maritime, je crois, du coup, il y avait pas mal de budget qui était alloué pour les projets, que ce soit cinéma, publicité, etc. Et donc, le fait de pouvoir avoir des budgets, c'est une question économique du fait qu'on s'installe là-bas. Et il y avait beaucoup d'espaces verts, des grands campings dans lesquels on tournait, etc. Donc, ils ont décidé d'aller s'installer là-bas. D'accord. Et Martigues, ça s'est vite imposé ensuite? Voilà. Pourquoi ? Parce que chez nous, il fait très beau et qu'il y a du soleil, le plus d'ensoleillement dans l'année. Et donc, en Charente, l'endroit était incroyable, mais il y avait quand même beaucoup de pluie. Et du coup, je pense que la production a décidé, ils ont cherché un endroit en France. Il y avait la Corse qui avait été aussi dans l'idée, mais compliqué en termes de régie pour les comédiens, etc. Et en fait, donc du coup, ils sont venus naturellement ici pour une question de climat et d'avoir le plus de soleil possible. Donc, ils sont installés à La Couronne, ce qui est toujours le cas dans la commune de Martigues. Voilà, sur notre belle côte bleue, dans le sud. Exactement, qui est devenue maintenant une référence nationale, hein, on oui, le voit. Ouais. Beaucoup d'ailleurs d'épisodes sont encore diffusés à la télévision. Complètement. Ça t'arrive de tomber dessus et de te regarder ou pas? Alors, très sincèrement, je me regarde pas à la télévision, mais ça m'arrive de tomber dessus parce qu'en effet, cette série-là, qui a 20 ans, avec tout un nombre d'épisodes très, très importants, elle est diffusée et rediffusée tout le temps. Donc, que ce soit sur TF1, très souvent, même l'été ou pendant les vacances, ils mettent même 1 ou 2 épisodes en rediffusion. Et sur toutes les chaînes TF1, donc TF1 série, etc. Donc oui, ça m'arrive très régulièrement de tomber dessus. Et même, je crois que toute l'année, je crois tous les mardis, enfin, je sais pas à quelle date, parce que je regarde pas particulièrement. Alors, quand je tombe dessus, ça m'arrive de dire, ah, tiens, on a eu tellement de guests, 20 ans avec tellement de comédiens qui sont passés, que j'ai toujours quand même, je regarde, alors je vais pas m'asseoir à regarder l'épisode, mais en revanche, je dis, il y avait un tel, c'était génial cet épisode-là, etc. Donc, il y a toujours ce petit côté-là. Mais je t'avoue que pour le coup, il y a certains épisodes, j'ai 20 ans de moins, et d'autres qui sont d'il y a 3 ans, tu vois. Donc, c'est assez bizarre de se dire, ah ouais, quand même, 20 ans, c'est passé, quoi. Clairement. Comment t'expliques un peu le succès? C'est toujours difficile, je sais, à répondre à cette question, mais par exemple, les gens qui te croisent dans la rue ou dans des événements, de quoi ils te parlent par rapport à Camping Paradis? Qu'est-ce qui les touche? Alors moi, je pense que le succès de la série, d'abord, il y a le cadre qui fait beaucoup, parce qu'on est devant notre télévision, on a un cadre magnifique, avec beaucoup de soleil, il y a la mer, il y a un côté comédie aussi qui porte les gens, parce que la vie est dure, on entend beaucoup de drames, et en fait, c'est un petit rayon de soleil dans la vie des gens. C'est une série qui est populaire parce qu'elle est très familiale. Donc moi, dans la rue, c'est aussi bien des petits de 5-6 ans, Amandine de
camping que des petites mamies ou des gens de 40. Enfin, ça touche toutes les générations. C'est le genre de série qui fonctionne à ce niveau-là. Et en plus de ça, il y a toujours un renouvellement malgré tout, parce qu'on a les 6 personnages récurrents qui ont parfois changé. Mais pour le coup, il y a des guests qui viennent, des comédiens de talent, vraiment de comédie, qui apportent beaucoup de lumière et de soleil. C'est très dynamique, il y a une musique. Et puis, ils ont réussi à ancrer quelque chose qui est la musique, la danse du camping, les machins. Ça, j'entends tout le temps. Voilà. On m'appelle pour me demander de faire la danse dans les mariages, voyez-vous. Donc, voilà, je pense que c'est ça le succès. C'est que ce soit léger et populaire parce que oui, ça fait du bien, effectivement. C'est une comédie, voilà. Ouais, c'est le côté feel good et puis ça montre aussi notre image du Sud et de cet ouais, aspect exactement, camping, ouais. C'est important. Et puis il y a toujours, on appelle ça des intrigues maintenant en fiction. Je parle un peu technique, mais intrigue A, intrigue B. Il y a toujours 2 intrigues qui sont liées. Donc le téléspectateur va pas forcément s'ennuyer parce que il suit 2 histoires en même temps pour que ce soit un peu clairement. dynamique. Ouais. Alors pour celles et ceux qui sont habitués justement de regarder Camping Paradis, pour les téléspectateurs qui écouteraient notre interview, Géraldine, comment tu leur décrirais l'intérieur du camping? Il y a ce qu'ils voient à l'image, mais tout ce qu'il y a autour aussi. Comment est-ce qu'il a aménagé le temps du tournage? Alors, le camping, c'est le camping de l'Arquet qui est un véritable camping. Donc, très souvent, on me pose la question, c'est pas un décor, c'est un vrai camping. Donc, il y a une partie du camping qui est allouée par la production, enfin, qui est louée par la production sur l'année. Donc, c'est véritablement un vrai camping. Et il y a des décors qui sont fermés une partie de l'année, puisqu'on tourne entre le 1er avril, on va dire, jusqu'en fin octobre à peu près. Il y a eu quelques, parfois, exceptions, mais, et du coup, donc, ce sont des décors. Vous avez l'accueil, il y a la piste de danse la soirée, il y a le fameux bar, il y a la supérette, etc., les petites voiturettes. Donc, l'hiver, l'équipe déco l'hiverne. Donc, si vous passez sur la Côte Bleue, d'ailleurs, il y a un magnifique chemin de randonnée. On passe et on voit le camping Paradis. C'est tout à fait accessible. Alors, tout est fermé. Et après, il ouvre pendant la saison. Et après, il y a évidemment, des Algeco, enfin, des loges, où il y a le maquillage, la coiffure, la régie, les techniciens, etc. Donc, c'est tout un petit village, mais qui est dans un vrai camping. Donc, très souvent, quand on tourne, il y a des campeurs ou des badauds qui viennent derrière les grilles regarder ça. Voilà. Ouais, forcément, ça marque ce genre d'aventure, effectivement. Tout à fait. C'est très puissant. Ce camping, alors on en vient justement, donc on a parlé des diffusions en télévision, le rapport au spectateur. Est-ce qu'on se crée des habitudes quand on est comédienne sur la longévité dans une série ? Quand on arrive sur le plateau, c'était ma peur. Avec les équipes techniques, etc. Ouais, tout à fait, Samuel. Alors, avec les équipes techniques, c'est génial d'avoir une proximité et ça devient vraiment une famille parce qu'en fait, on n'est pas habitué, comment dire, on s'ennuie pas dans le même personnage pendant 20 ans. Alors moi, je suis partie un moment, mais pourquoi? Parce que on fait entre 2 au départ et 6 épisodes par an et chaque épisode, il y a un nouveau réalisateur. Donc, c'est une façon de travailler qui est différente. Les techniciens vont changer. On a très souvent les mêmes. Et d'ailleurs, des techniciens de talent incroyables qu'on a ici, des viviers dans le Sud. Et en fait, on s'ennuie pas parce que un épisode, je vais tourner avec un certain réalisateur qui va me diriger d'une certaine façon. Et celui d'après, c'est aussi autre chose. Donc, il faut toujours retravailler avec toute l'équipe de façon différente. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que les histoires, évidemment, sont différentes. Et l'équipe centrale, le noyau central des récurrents, comme on les appelle, sont dans le camping. Mais toutes les histoires amènent que des guests. Donc, d'un épisode à l'autre, on va jouer avec Pascal Légitimus ou avec Marie-Christine Adam. Ou voilà. Oui. Donc, toujours, il y a une remise de toute façon en question. Moi, je me sens jamais en confort dans un personnage que je connais. Et puis nos personnages évoluent avec ces années, avec notre âge. On essaie aussi de les faire évoluer, bien évidemment, avec les auteurs pour avoir un peu de plus de choses à jouer. Parce que on va pas se leurrer, quand on est récurrent sur une série, sur 5 ou 6 épisodes, lorsqu'on est 5 récurrents, à part le personnage principal qui est interprété par Laurent Ornac sur cette série-là, ben on a 1 ou 2 épisodes dans lesquels on est vraiment dans l'intrigue. Moi, par exemple, ma sœur va venir, ou je vais avoir une histoire amoureuse, etc. Et après, le reste du temps, on est toujours là, parce qu'il y a beaucoup de cohésion d'équipe dans l'histoire, mais on est parfois moins présent. Ouais, mais l'idée, c'est justement de se remettre en question et de se dire, tiens, là, je suis pas très présent, j'ai pas de texte, par exemple, mais je suis
avec l'équipe. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux proposer au réalisateur pour lui dire, bon, ben voilà, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses? Et réfléchir un peu avant et se dire, tiens, peut-être que je peux faire ça, amener des idées. Donc, c'est ça l'idée aussi, quand on est récurrent dans une série comme ça, telle que celle-ci, voilà. Mais c'est pas d'ennui, Oui, ça n'évolue pas que dans les intrigues ou l'écriture du personnage, c'est aussi toi, en tant que comédienne, dans l'interprétation. Exactement. Quelle fraîcheur je vais apporter, l'époque change. Essayer de trouver des idées, faire une connerie derrière avec un autre comédien pour faire vivre derrière quand il y a une scène qui est présente quand même. Voilà, donc il y a tout ce qui est très important, hein, c'est tout ce qui est l'écoute aussi des comédiens qui vont être dans la scène. Tous les autres comédiens, c'est important, aussi bien pour les gens qui sont en silhouette ou les figurants. Moi, je remercierai jamais assez les figurants c'est tellement important. C'est eux qui font le film, parce que quand on est camping, un film au cinéma, quoi que ce soit, toute la vie qu'il y a derrière, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit vraie. C'est sur lesquels on s'appuie. Donc, ce sont aussi des corps de métier, ce sont des comédiens qui sont très très importants sur un tournage. Donc, tout ce qui est derrière, moi, quand je suis en retrait, je suis avec les figurants au même titre qu'eux. Donc, oui, il faut essayer de trouver des idées. Ouais, bien sûr. Avec le temps qu'on a, qui n'est pas toujours immense. Justement, mais... parlons-en de ce rythme de tournage qui doit être intense. Tu disais souvent c'est de avril jusqu'à fin octobre généralement. Quand vous tournez la journée, par exemple, quels sont les horaires? Alors, des journées de tournage, de manière générale, c'est 12 heures, je crois, en comprenant le déjeuner. Il est possible aussi, selon les problèmes techniques ou de météo, qu'il y ait des heures sup. En général, les réalisateurs n'essaient de pas les faire parce qu'ils se font taper sur les doigts par la production et la chaîne. Il faut rester là-dedans. Après, au tout début de camping, on parle d'il y a 20 ans, on parle avec des budgets qui étaient différents sur un unitaire. On avait tourné, me semble-t-il, en 21 ou 22 jours de tournage. Aujourd'hui, il me semble qu'un camping paradis, donc c'est 90 minutes, qui est maintenant coupé en deux, parce qu'ils font plus sous forme de série. Ça, c'est assez récent. Je crois que c'est 16 jours de tournage. Donc, on tourne du lundi au jeudi. Donc, sur 4 semaines, il y a 16 jours de tournage. D'accord. Voilà. Et puis après, c'est très bien fait, évidemment, avec les réalisateurs, les assistants, pour pouvoir découper de façon la plus intéressante possible, pour gagner du temps. Donc, ça veut dire qu'on peut tourner en journée. Après, on appelle aussi de tourner en mixte. C'est moitié journée et moitié nuit, ce qui permet de faire des séquences et de jour et de nuit. Et puis après, il y a les vraies nuits, qui sont vraiment des vraies nuits. Clairement, il faut en parler, parce que c'est un peu aussi la signature de Camping Paradis, la fameuse Fiesta Boom Boom. Tous les téléspectateurs rêveraient un jour de se retrouver dans cette ambiance-là. Comment elles sont tournées, ces scènes, justement? Ces scènes, elles sont tournées le soir, oui, la nuit, très souvent en fin de tournage, parce que, bien évidemment, le réalisateur ou la réalisatrice va privilégier les scènes de comédie. Donc, il va y avoir tout ce qui se passe dans le camping, les scènes de comédie à proprement dit. Et en général, c'est tourné à la fin, où on va sur scène pour jouer. Et alors, évidemment, pour gagner du temps et de l'argent, très souvent, je pense que on lance la Fiesta Boom. Moi, j'étais plus trop dans la série, donc, mais souvent c'est lancé et les images des précédents épisodes sont utilisées où on les voit sur la scène danser, ce qui permet de gagner beaucoup de temps sur un tournage. Alors, quand il faut gagner du temps, est-ce qu'on a quand même, en tant qu'interprète, la place pour l'improvisation, ou c'est le texte avant tout? Alors, tout dépend. C'est ça qui est génial dans cette série, c'est que sur 5 épisodes par an et 5 réalisateurs différents, chacun, on est dirigé. Donc, ça dépend le réalisateur, comment il va l'appréhender. De manière générale, les gens qui viennent sur Camping Paradis en tant que dans la réalisation, laissent quand même beaucoup de part à l'improvisation. C'est de la comédie. Et on a la chance d'avoir des comédiens, des guests qui sont des comédiens de qualité, des gens incroyables qui nous apprennent beaucoup. Et du coup, c'est intéressant de voir ce qu'ils proposent et voilà. Alors bien sûr qu'il faut rester sur le texte. Après, on est au Camping Paradis, on est sur TF1, c'est de la comédie, c'est léger, c'est familial. On n'est pas sur du Shakespeare avec des textes qui sont très importants au mot près, pas du tout. Donc en général, on laisse quand même la place à l'improvisation, mais c'est de la technique parce qu'on est à la télévision et que forcément il y a des places à respecter. Voilà, vous l'avez vu avec vos différents intervenants sur les différents postes sur un tournage. Donc forcément, si notre caméraman, notre réalisateur a un point, on peut pas partir dans tous les sens. Donc il y a certaines contraintes et la contrainte économique et de temps fait que bien évidemment, on peut pas faire 15 fois les prises parce qu'à un moment on déborde trop. Il y a des changements d'axe de caméra pour pouvoir avoir tous les comédiens dans une scène, mais c'est vrai que les réalisateurs et réalisatrices sont assez bienveillants et on a toujours la possibilité, quand on le sent pas, d'aller voir un réalisateur et de dire
je le sentais pas. Alors il va donner son argument, oui, non, allez, ok, je t'en redonne une et on refait une prise et on essaie de la faire rapidement pour pas Parfois, faire perdre de temps à l'équipe. Ça peut être aussi pour des dialogues, on goûte pas un mot. Ah ben oui, Après, oui, faut toujours garder l'intention de la scène, j'imagine. Oui, exactement. Surtout quand on n'est pas dans le champ pour être un bon camarade avec le comédien qui est en face de nous et de pas ah ben tiens, c'est plus sur moi la caméra, c'est bon, je relâche, je fais autre chose, je te donne le texte, je lis le texte. Non, il faut qu'on soit dans l'intensité du regard et du jeu pour que justement son plan à lui soit aussi efficace que celui qu'on a essayé de faire. Je rebondis sur ce que tu dis parce que donc il y a le côté interprète, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand tu ne tournes pas, soit avec les figurants, soit tu donnes la réplique dans le contre-champ. Oui. C'est toujours dans l'activité. Toujours dans l'activité, dans les scènes dans lesquelles je suis, bien évidemment. Après, les tournages, c'est très aléatoire. Donc, ça m'arrive. En général, ils sont assez malins, ils regroupent beaucoup de séquences dans la journée avec les mêmes comédiens. Ouais. Mais sinon, il peut arriver de venir pour une scène et simplement, et puis voilà. Ouais, clairement. Tu le parlais en début d'interview de cet esprit de troupe. On va en parler avec le théâtre, mais là, tu l'as aussi connu dans Camping Paradis. Complètement. Laurent Ronac, Thierry Eckendorm, Patrick Guérino et tant d'autres. Encore aujourd'hui, il y a ce lien entre vous? Il y a un lien énorme. On a la chance sur cette série d'avoir commencé il y a très longtemps. On est devenu une vraie famille. Alors c'est pas voilà, c'est réel. On est une vraie famille. On se côtoie dans la vie. Même ceux qui sont partis revenus comme moi ou d'autres qui sont plus là ou qui reviendront peut-être. On se donne des nouvelles régulièrement. Il y a une vraie famille entre nous. On vit un peu en colo parce que tous les temps des tournages, on est ensemble. Donc le soir, on va dîner ensemble. On fait beaucoup d'activités aussi ensemble. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on a commencé il y a 20 ans. Donc il faut savoir que 20 années, que ce soit un comédien ou n'importe qui, quelle autre personne, quel autre humain, on a vécu beaucoup de choses. Donc entre nous, on a vécu des moments de bonheur, on a vécu des moments d'horreur, de tristesse, on a vécu des mariages, des naissances, on a vécu des décès, on a vécu dans nos vies personnelles des uns et des autres. Donc forcément, c'est un lien. On a toujours été les uns avec les autres sur toute cette période qui était relativement longue parce que du printemps, l'été, enfin, on a passé beaucoup d'années ensemble. Donc on s'est jamais disputé. Les choses, elles ont besoin d'être dites, elles sont dites. Enfin, il y a une vraie cohésion entre nous. Et en fait, c'est ça aussi que je retiens de cette série. On en parle beaucoup, mais j'ai plein d'autres choses qui m'ont portée et qui m'ont plu dans mon travail de comédienne. Mais là, humainement, pour moi, c'est quand même la plus belle expérience de ma vie, de par le fait d'avoir rencontré ces gens-là, d'âges différents, qui arrivent d'horizons totalement différents, que ce soit au niveau artistique, mais aussi au niveau de leur vie humaine et géographique aussi. Clairement, ouais. Belle aventure humaine, mais d'ailleurs, est-ce que vous arriviez à vous surprendre quand vous vous donniez la réplique? Pendant 20 ans, vous êtes ensemble. Oui, alors, oui, se surprendre. Après, on se connaît. Surprise, ouais. On se connaît, donc forcément, tu joues 20 ans avec les mêmes comédiens et tu fais 5 épisodes par an ou 6. Tu sais un peu, et puis on interprète nos personnages, donc on sait comment on va réagir. Moi, quand je parle à Tom, c'est Laurent Ronac. C'est pas Laurent Ronac à qui je parle, c'est à son personnage. Donc, nos personnages, ils se connaissent. Donc, se surprendre, ça peut arriver, mais je vais vous dire, on va plus se surprendre dans la connerie, à dire une connerie, ou à faire un truc débile, ou à faire rire le copain, que se surprendre dans le jeu, où nos personnages, ils sont quand même maintenant bien dessinés et évidemment bien ancrés. Alors, j'imagine qu'en 20 ans, tu dois avoir pas mal d'anecdotes à partager. Est-ce qu'il y en a une spécialement qui t'a le plus marqué Alors, c'est une question difficile, Samuel, parce que les anecdotes, bien sûr, on en a plein, mais quand on en demande, ça me vient pas tout de suite peut-être la meilleure anecdote. Mais je pense à un truc qui était très drôle, enfin pour moi, en tout cas pour ceux qui ont assisté à ça. À l'époque, on avait fait un épisode, donc il y avait Princesse Erika qui jouait le personnage de Rosie, et elle devait à un moment conduire la voiturette. Il faut savoir que ces petites voiturettes de golf que vous voyez, je sais pas si vous avez déjà essayé ça dans la vie, dans un golf ou je ne sais quoi, ça part très vite, ok? Et en fait, elle a pas le permis. Elle avait super peur de ce passage avec la trottinette, j'allais dire, avec la voiturette. Et en fait, c'était un truc qui l'a stressée. Elle n'arrivait pas à se rappeler son texte parce que ça l'a stressée, etc. Bref, au final, je sais plus comment ça s'est passé, mais elle s'entraînait hors plateau avec la voiturette. Et t'appuies dessus, tu sais, ça part vite et tout. Bref, au moment de tourner, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Elle appuie sur la trottinette en donnant son texte. Je sais plus avec quel comédien elle était. Et le truc est parti. Elle a pas enlevé son pied. Le truc est parti à fond. Heureusement, elle s'est pas blessée. Je crois que c'est une petite égratignure quand même. Mais elle est partie à fond dans le décor. Elle a explosé la voiturette. Elle a explosé le décor.
Elle était dans tous ses états et donc, en effet, elle avait bien fait d'avoir eu peur de faire Parfois, cette c'est scène. ce qu'on pense être le moins difficile qui est le plus surprenant. Et le réalisateur, il dû se dire « Ah, la sent pas, on va le faire aller à pied avec un sac de ballon, je ne sais quoi. » Voilà. Voilà une petite anecdote. Ouais, des moments de rire, effectivement. Il y a eu des Beaucoup. moments d'émotion aussi, par moment, quand c'est une fin de tournage, par exemple. Tout à fait, tout petite à fait. montée. Tout à fait. Déjà, toutes les fins de tournage, on quitte une équipe puisqu'on change de réalisateur. Donc, le dernier plan, et c'est toujours très émouvant. Et moi, je suis émue de vous dire ça, mais vraiment, l'émotion que j'ai ressentie le plus, c'est quand je suis partie de la série en 2010. Non, je suis revenue J'ai noté en 2016. Ouais. Et en fait, j'avais fait 2 épisodes sur 4 ou 5. Et il y avait le dernier épisode que je tournais. Je savais pas si j'allais revenir ou pas. Une famille depuis tant d'années, mes techniciens que j'aime, enfin tous ceux qui sont avec nous, la régie, mes figurants. Quand je dis c'est ma famille, quoi, tu vois. Et pour le coup, le dernier plan, quand tu sais pas vraiment si tu vas revenir un jour ou pas, en tout cas c'était pas le cas à l'époque. Là, ça a été vraiment très très intense en émotion. Certains des récurrents ont pas pu m'embrasser tout de suite et je les voyais, ce qui me montait encore plus les larmes, tu vois, j'ai les yeux presque brillants de te dire ça, qui partaient au bord de mer et je sentais que c'était fort pour tout le monde de se dire en dehors, c'est pas que Amandine, mon personnage, qui part, c'est Géraldine qui a pu être avec nous demain avec le nouvel épisode. Donc ça, c'était très 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 chargé en émotions. Donc évidemment qu'on a eu des moments d'émotion très importants. Beaucoup de rire surtout, mais des émotions fortes, bien évidemment. Forcément. Et qu'est-ce qui avait provoqué ton départ à ce moment-là? Alors mon départ, ça a été, moi je voulais avoir plus d'importance, pas plus d'importance moi, mais être un peu plus présente sur des épisodes. Ça faisait beaucoup, j'étais moins présente. Après, il y a des changements aussi au sein des chaînes de télévision. Les directeurs de fiction changent régulièrement, ce qui est très bien parce que ça permet de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de séries qui sont ancrées depuis tant d'années, comme Joséphine Ange Gardien ou Section de recherche, tout un tas de séries comme ça. Et très souvent, la volonté des directeurs de fiction, c'est de changer un peu les personnages. Ça a été le cas à cette époque-là. Il y avait juste avant moi, il y avait eu Jennifer Loré, Princesse Erika, il y avait eu Aurélie Konaté aussi, et après ça a été au tour d'Amandine, de changer de personnage. Donc d'enlever ce personnage-là, en laissant une porte ouverte pour d'autres choses, bien évidemment. Mais du coup, alors moi j'avais un projet aussi au théâtre, mais pour le coup, c'était pas un choix de ma part volontaire. Ça a été un choix commun. Je l'ai pas subi, mais après coup, ça avait été quand même, ça me manquait. Voilà, c'est pour ça que je suis revenue. Hein. La porte était ouverte, hein. Oui. Mais après. Je me dis aussi, Samuel, que parfois c'est bien d'un petit peu se challenger, de sortir de son confort. On parlait du travail artistique qui n'est pas un confort quand on est dans une série, mais de pouvoir aller voir d'autres horizons. Et c'est vrai que j'étais entre 6 et 8 mois par an sur le tournage. Difficile aussi de pouvoir explorer d'autres choses et d'autres choses qu'on me proposait, notamment géographiquement, parce que tu es obligé d'être dans le sud, tu vois. Donc voilà. Donc je suis partie parce que ils ont changé aussi les personnages, c'était une volonté, et faire venir d'autres, en refaire repartir. Il y avait Constance Labbé qui est venue à un moment, qui est restée aussi quelques épisodes, qui est partie, puis Ariane Brodier. Et c'est vachement bien de faire une série comme ça en la boostant, en modifiant des personnages. Après, les vieux dinosaures de la série, les gens y sont forcément attachés. Je donne souvent cette anecdote, c'est comme ma grand-mère qui regarde Les Feux de l'amour depuis 40 ans, je sais pas combien de temps ça dure cette série. Et bon, si tu enlèves les principaux, c'est bien les nouveaux, ça fait de la fraîcheur, mais très souvent on demande. Ouais. Voilà. Ça laisse une trace indélébile, évidemment. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis revenue d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça aussi, parce que parfois il y a les mauvais retours, mais là au final non, t'as retrouvé ce même plaisir intact, Alors, ces mêmes odeurs. Tu vois, je te disais que j'étais aussi partie parce qu'à un moment, ça stagnait un peu dans les intrigues pour mon personnage. Voilà, donc j'étais dans les intrigues des autres, mais j'avais pas vraiment mes propres histoires. J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes vraiment très intéressantes écrites par les auteurs. Et là, quand en 2018, donc 2 ans après, ils ont décidé de me faire revenir, quand je dis ils, c'est la production et la chaîne, en disant le retour de l'Amandine serait sympa. Et en revanche, on me fait pas revenir pour aller présenter des sports. Donc là, j'étais vraiment dans l'intrigue principale, avec des enjeux, vraiment des choses à jouer qui étaient intéressantes. Et du coup, j'étais super contente quand ils m'ont envoyé le scénario. J'ai dit tout de suite, mais oui, évidemment, je reviens d'abord retrouver mes camarades, retrouver mon personnage. Et avec ce laps de temps où elle n'était pas là,
de pouvoir dire, et alors entre-temps, je pars à Paris, je rencontre un homme et je suis belle-mère, etc. Donc très différent de la petite Amandine de 2006 où j'avais 25 ans, tu vois. Et du coup, c'était intéressant de revenir avec quelque chose d'important. D'important en termes de rôle, j'entends. Bien sûr, c'est des belles retrouvailles, effectivement. Exactement. Ce qui a été le cas là aussi, du coup, l'année dernière, où je viens de tourner à nouveau un nouvel épisode. Affaire à suivre. Il n'a pas encore été diffusé. Hein. Pas encore. Ça sera diffusé pour les 20 ans. C'est l'épisode événement, comme ils appellent, sur Camping Paradis pour TF1, parce que Amandine revient et il va y avoir une histoire qui va faire peut-être qu'elle reste, qu'elle repart, on ne sait pas encore. D'accord. Ça, vous verrez. Et on sait quand est-ce que ça va être projeté ? Là, cet été. Je pense entre le printemps et l'été. Okay. Il a déjà été diffusé, cet épisode, en Belgique, parce que nos amis belges ont toujours le privilège des premiers épisodes. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et du coup, qui a eu un beau succès, je crois. Et donc, comme les 20 ans de la série arrivent là, cet été, je pense que la diffusion sera au printemps ou cet été. Ouais, ça sera un bel anniversaire, évidemment. Tu parlais des autres horizons, on va les évoquer, bien sûr, théâtre et cinéma. Mais avant ça, on entre dans la deuxième partie de notre échange. Cinéma Cilia, on va faire un lien avec Marseille. Hein. Tu es une pure Marseillaise, née dans la cité phocéenne le 8 novembre 79. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir visuel, mémoriel ou même sensoriel de ton enfance marseillaise ? Alors moi, mon enfance à Marseille, moi je suis une pure Marseillaise, ma famille est de Marseille. Et en effet, moi ça va être la mer. Mes souvenirs, c'est la mer, c'est courir dans la colline, dans la garrigue, dans notre garrigue, ça c'est clair. Aller sur le Vieux-Port parce que j'étais gardée par mes grands-parents tous les mardis soirs, mes parents travaillaient, et le mercredi parce qu'il n'y avait pas école. Et mon grand-père, tous les mercredis matins, allait m'acheter mon poisson sur le Vieux-Port. Donc j'ai vraiment ce souvenir de toute petite, où c'était, il avait une vieille Volvo, on partait de la maison, ils habitaient à La Pomme à l'époque, je rentrais dans la Volvo, on allait sur le Vieux-Port, j'avais pas trop l'occasion d'y aller, et du coup, c'était mon aventure du mercredi. Donc on allait sur le Vieux-Port, il y avait tous ces gabions, il y avait le poisson, les gens qui crient, ces poissonniers qui sont là. J'ai vraiment ce souvenir ancré, et d'ailleurs, j'ai pris soin de le faire, alors pas tous les mercredis, mais avec ma fille, parce que je trouve que c'est Marseille, ça. Et il y a tous les gens, toutes les communautés qui sont là, et puis on fait notre marché. Et il m'a acheté le bon poisson, et donc tous les mercredis midi, j'avais mon poisson. Donc j'ai vraiment cette image-là. Pour moi, c'est vraiment le Vieux-Port et mon grand-père, courir et m'amuser avec mes cousines dans la garrigue, et puis la mer, parce que j'allais beaucoup à la plage avec mes parents et mes cousines, mes amis, etc. Donc moi, j'étais dans le 8e, donc à la plage de la Pointe-Rouge, j'en ai plein de souvenirs, ou à l'Escalborelli, enfin qui n'était pas l'Escalborelli à l'époque, c'était la vieille chapelle. Tout à fait. Exactement, parce que toi, tu as grandi avec un papa photographe reporter, une maman éducatrice de jeunes enfants. Oui, pour les hôpitaux, à la PHM, elle travaillait, ma maman. Ouais. Quelle place occupait le cinéma, la culture en général à la maison ? Alors, tous les deux aiment beaucoup le cinéma. Ma maman, elle est plus, on va dire, littéraire. Ma maman, c'est beaucoup plus les livres, donc elle lisait beaucoup. Elle lit beaucoup. Et mon papa, oui, adore le cinéma. Après, j'ai pas eu une éducation cinématographique particulière en me disant on regarde tel film, mais on regardait pas mal de films quand même à la télé. Et j'ai le souvenir aussi, encore une fois, avec mes grands-parents, parce que qui m'ont fait découvrir le château de ma mère ou la gloire de mon père. Voilà, les classiques. Et j'ai une petite anecdote aussi pour le cinéma, c'est que moi, toute ma famille, du côté de mon papa, et du côté de Mirabeau, dans le Vaucluse, et en fait, dans le village de Mirabeau, a été tourné le film évidemment, Manon des Sources. Manon des Sources, oui. Voilà, et donc on a pu assister, je dois avoir 5 ou 6 ans, et on a pu assister au tournage, et tout le village faisait de la figuration en costume d'époque. Incroyable. Donc ça a été un souvenir énorme aussi ici au niveau cinéma. Avec ma famille, puisque tu parlais de mon père et ma mère, mais du coup, là, il y avait mes grands-parents, mes cousines, mes cousins, mes oncles et mes tantes qui habitaient dans ce village. Et donc, le film a été tourné là-bas. Et d'ailleurs, il y a toutes les images, quand on voit le film, c'est toute l'enfance qui ressurgit au niveau du cinéma par rapport à ça. Et est-ce que c'est au moment de l'enfance que tu commences à avoir une aspiration un peu pour le milieu artistique, culturel ou Non, plus tard ? Pas particulièrement. Non, plus tard, ça arrivait un peu... Avec le mannequinat, par exemple ?
Non, alors ça vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai voyagé avec le mannequinat et c'était sympa c'était un job étudiante qui a été aussi par hasard. Mon papa travaillait pas du tout dans la mode, il était en photo plutôt dans des reportages, mais il avait des amis photographes et puis j'ai croisé un copain à lui qui était quelqu'un de bienveillant, il me dit je fais des photos, c'était Banana Moon à l'époque, les maillots de bain. Tiens, je vois ta fille, elle est sportive, on fait des photos comme ça et puis ça m'a permis de gagner de l'argent au lieu de faire beaucoup de babysitting ou de travailler au McDo ou des fast-food, de pouvoir gagner de l'argent en étant étudiante comme ça. Donc c'était pas du tout une fin en soi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais après, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'aller à Paris, dans des salons, etc. pour le mannequinat et les photos. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un agent de comédien qui s'appelle Mark Fishman, qui est aujourd'hui producteur, c'est un grand producteur aujourd'hui. Et c'est lui en fait qui m'a un peu donné la force parce que j'avais pas l'audace, ou en tout cas je m'imaginais pas être comédienne. Voilà, donc c'était pas, j'ai pas depuis l'enfance eu envie de devenir actrice, tout ça. C'est arrivé un peu par hasard, on va dire par hasard. Ouais, par cette rencontre. Par cette rencontre. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai commencé tout de suite par une sitcom, par un casting. Il m'a envoyé dessus. Tu sais, je me suis laissée prendre au truc. Clairement. Et ben j'y vais, je vais dans l'aventure ou pas, tu vois. Est-ce que je vais essayer de faire du vélo sans petit trou? Tu te lances ou pas? Voilà. En fait, je me suis lancée. Et après, par contre, j'ai pris le goût vraiment du jeu. Et après, j'ai fait, moi, les formations après, tu vois. Alors, je faisais du théâtre ici, mais avec mes copines, on montait des spectacles. J'ai toujours eu ce truc-là de la scène, ça me plaît. J'aime mettre en scène. J'ai pas de talent pour mettre en scène particulièrement, mais j'aimais faire des petits spectacles et des petits collectifs, des trucs comme ça. Mais j'imaginais pas, en tout cas, en faire mon métier. Pas du tout. Le studio Pygmalion, le cours Florent, ensuite à Paris. Qu'est-ce que tu as appris concrètement Alors, moi, j'ai adoré Pygmalion, par exemple. Comme j'avais commencé à tourner, j'ai fait un peu au sens inverse. J'étais intermittente du spectacle. Il faut savoir, quand nous sommes intermittents par l'AFDAS, on a le droit, que ce soit les techniciens, les comédiens, etc., de pouvoir avoir des formations qui sont payées quand on n'a pas les moyens de le faire. Donc moi, c'était le cas. Et pour le coup, je pouvais aller à Paris intégrer cette formation. J'ai adoré cette formation-là parce que pendant 3 mois, c'était Pascal-Emmanuel Lounot, qui coach beaucoup de comédiens, qui fait encore ça d'ailleurs, qui formait les comédiens. Et en fait, j'ai appris des choses que je faisais pas avec mes amis. C'est-à-dire, alors les fameuses diagonales où tu dois donner tes émotions, travailler aussi le texte, parce que je suis pas une grande littéraire, donc aussi essayer de travailler des textes, etc. Et puis s'ouvrir avec les autres et oser, en fait. Et j'ai mis du temps un peu à me sentir légitime et à oser aussi. Oser jouer, oser s'imposer, oser proposer. Et très souvent, après, à 20 ans, tu t'écoutes et t'essaies d'être dirigé, voilà. Donc ça m'a un petit peu, on va dire, ouvert et donné confiance aussi. Ce qui n'est pas acquis toujours, bien évidemment, on a tous forcément avoir confiance en soi, c'est pas forcément évident. Et puis on se remet toujours en question dans tous nos métiers, que ce soit un boulanger, un acteur Donc ça a été au-delà un journaliste. Oui, ça a été au-delà d'acquérir des compétences techniques finalement. Il y a eu des compétences techniques, bien évidemment. Moi, ça a été surtout dans l'émotion, dans le travail du jeu, etc. Mais bien évidemment, on apprend la technique. Mais Samuel, je te cache pas que moi, la technique, je l'avais un peu apprise parce que j'ai fait des cours de théâtre. Après, avec Pygmalion, notamment, ou le cours Florent, où c'était des stages. Mais la technique, j'ai passé 1 an dans une sitcom avec JLA, où c'était un épisode par jour. Un épisode par jour. Des 26 minutes. Donc le texte, bon, on passait comme on pouvait. Et c'était à l'époque comme Hélène et les garçons, les séries que moi j'ai connues quand j'étais jeune, tu vois. Donc la technique, on l'a acquise tout de suite. Donc là, t'as une marque au sol. C'est très technique. Donc ça, j'avais moins besoin de l'apprendre. Et puis les cours chez Pygmalion, c'était vraiment plus sur le jeu, comment interpréter des émotions, que la technique pure. Là, t'as une marque, là, t'as une caméra, c'est comme ça. Là, tu fais pas de l'ombre à l'ombre. Voilà. Donc la technique, je l'avais déjà assimilée. Parlons de cette sitcom, justement, le groupe, parce que c'est ta première réelle expérience professionnelle, finalement, sur la durée aussi, un épisode par jour. Incroyable. Comment tu vis ça? C'était fabuleux parce qu'en fait, je passais un BTS commerce, je faisais un peu mes photos mannequinat, je fais un casting, je suis prise dans le casting. C'est un tourbillon. C'est pour ça que je me suis engagée dans un truc. Je savais pas où j'allais, en fait. Et j'ai dit, allez, je vais tenter le coup, c'est pas grave. Et en fait, je suis arrivée dans le bureau de Jean-Luc Azoulay avec 2 autres comédiennes. Oui, écoute, t'as été choisie, tout. Je savais pas comment se passait un tournage, rien. Ça a été un tourbillon. Et donc, il me dit, écoute, on tourne demain. Alors, il y a tel personnage. Tu t'appelles Géraldine. Alors, si c'est plus simple pour toi, pour les textes,
Ça te va qu'on t'appelle quand même Géraldine, que tu t'appelles le même prénom? D'accord. Ouais. En fait, on a tous gardé le même prénom. Sauf Franck Jeunet, qui était un comédien, malheureusement, qui est disparu, qui jouait, qui a pris un autre prénom parce qu'il était aussi au théâtre. Il voulait pas, justement, lui, il avait déjà l'idée qu'il soit pas dans le même truc. Sûr. Mais donc, c'était un tourbillon, une expérience incroyable. J'arrivais à Paris avec ma vieille voiture. J'ai dû trouver un logement dans la seconde. Jean-Luc m'a dit, bon, le temps de trouver, vous pouvez dormir dans les locaux, là. Et puis je suis arrivée dans une famille aussi. On avait tous 20 ans, on arrivait d'horizons différents. Moi, j'arrivais de Marseille, j'essayais de gommer un peu mon accent marseillais. On t'a demandé ou c'est non, toi-même mais qui l'as voulu? je l'entendais, tu vois. D'accord. Et du coup, et puis on a commencé le lendemain matin, à 8h, il fallait, tiens, voilà ton texte pour demain, t'apprends une série, une répétitrice, et alors là, tu sais qui fait quoi, parce que je ne sais pas ce que c'est un réalisateur, je ne sais pas ce que c'est... T'apprends tout, là. Maquilleur, oui, je connaissais, mais la lumière, etc., tu vois. Donc, qui fait quoi? C'est quoi la caméra? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Un ingénieur du son, etc. Donc, on tournait tous les jours. Je suis arrivée à Paris, c'était le 11 juin, je crois, ou 20 juin. Je suis restée en tournage jusqu'en octobre. Je suis plus jamais partie de la Plaine Saint-Denis. Et je venais tous les jours, on faisait un épisode par jour. On a fait 68. Waouh. Moi, j'ai envie de mettre un peu l'accent aussi sur les projets que tu as fait ici. Alors, on a bien sûr parlé de Camping Paradis, mais il y a eu des clips musicaux avec des rappeurs bien connus. C'était au début des années 2000, on va les citer. Il y a eu Stratégie d'un pion du groupe IAM, Soldat de fortune d'Akhenaton et Au dernier mot des Chiens de Paille. Jouer dans un clip, c'est une autre forme de jeu. C'était quelle expérience? J'ai adoré. En fait, c'est des artistes que j'adore, des poètes que je respecte énormément. Forcément, c'est eux qui ont fait Marseille et qui est le début du rap. C'est une musique que j'adore. Et je les ai rencontrés. C'était un réalisateur qui est super, qui s'appelle Didier Darwin, qui a fait la plupart des clips. Et du coup, on s'est super bien entendu. Donc oui, c'est très différent. C'est plus léger, t'as moins d'enjeux. Il faut jouer. Mais bon, c'était toujours des clips, c'était super bien réalisé, c'était des beaux décors. Et puis, les chanteurs dont tu parles, enfin, ces artistes, ces auteurs, compositeurs, interprètes, c'était que des bonbons, quoi. Moi, je me rappelle, sur le Soldat de fortune, c'était fabuleux. Moi, mon beau-père était fou d'IAM. Il était venu à jouer à la PlayStation avec eux entre les prises, qui ont reçu tout le monde avec tellement de bonheur, de gentillesse, de gratitude. J'avais fait aussi des photos avec Sopra pour l'ouverture quand il avait fait, je crois, le Dôme ou un truc comme ça. Et en fait, je joue sa psy et il y a toutes les photos et donc l'ouverture du concert, je suis en train de lui poser des questions et tout. Il y avait Alonso, tout ça. Enfin, à l'époque, c'était c'est tout, c'est les vieux de la vieille, quoi. Et ça montre aussi qu'à Marseille, on a cette diversité culturelle, artistique dans les projets, que ce soit de fiction, des documentaires, des séries. Tu sais que j'ai mis aussi ma voix sur l'album de Troisième œil, le dernier album qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Alors, je vous rassure, je ne chante pas parce que j'ai une voix cassée, c'est exécrable. Mais par contre, je donnais un texte avec beaucoup de sens sur un de leurs titres. Ils m'ont appelé pour faire ça. Je sais pas par quel biais. Donc, j'ai toujours un peu le pied avec eux. Et c'est des nouveaux challenges. Exactement. Expériences comme ça, j'adore. Et Kéops, il vient de temps en temps jouer sur des événements. Donc voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup et que je respecte, qui sont pour moi les artistes marseillais les plus importants. Donc quelle chance de tourner dans ce genre de clip. Exactement. Tu penses bien? Exactement. C'était génial. J'imagine. Pour toutes celles et ceux qui voudraient être comédiens, comédiennes dans ces métiers-là, en tout cas de l'audiovisuel, c'est vrai que souvent on leur disait il faut monter à Paris, c'est la condition sine qua non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se construire à partir de Marseille? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en suis persuadée. Quand je te parlais tout à l'heure, je monte à Paris. On parle de 2001, on parle d'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était des agents. Il n'y avait pas tout le web. On faisait pas des self-tapes comme on fait aujourd'hui. Les self-tapes, pour vous expliquer, c'est qu'on se filme à la maison et qu'on envoie au directeur de casting. Il y avait vraiment, on avait des boucles papier. Enfin, on donnait nos CV en papier. On parle d'une autre époque de dinosaures. Mais tous les cours et tout, c'était beaucoup à Paris, c'est vrai. La possibilité de faire des castings, de faire des formations, etc. Ici, il y en avait, c'était beaucoup théâtre, me semble-t-il, mais moi, j'avais pas vu beaucoup d'opportunités pour pouvoir prendre des cours de théâtre. Alors, soit tu faisais comme moi, petit collectif avec tes potes, tu vois, associatif ou tout comme ça, et puis tu t'amusais, mais de façon professionnelle, c'était plus compliqué. Il y avait pas d'agent ici. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Combien il y a de tournages ici? Il y en a plus que partout, et pas que à Marseille. Marseille, c'est un vrai vivier. Maintenant, il y a des agents
agents, il y a évidemment des techniciens, des réalisateurs, des films, des producteurs, des cinéastes qui sont ici, qui vivent ici, qui tournent ici. Il y a des cours partout, il y a des masterclass partout. Moi, j'en ai fait une au mois de novembre, je me suis éclatée par l'AFDAS, dont on parlait tout à l'heure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de monter à Paris quand tu es Marseillais ou dans la région pour pouvoir accéder à des formations qui sont qualitatives, venir sur des tournages, faire de la figuration ou travailler comme technicien, assister, commencer comme ça. Il y a des écoles qui sont super, il y a des gens de talent. Et je pense que c'est pas que Sud-Est, parce qu'Occitanie, tout le coin se développe beaucoup avec toutes ces nouvelles séries. On a aussi les plateaux de cinéma qui sont à Martigues. Donc je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'ont les gens ici dans le Sud et dans le Grand Sud, c'est de pouvoir accéder à ce rêve, ou en tout cas à ce travail, parce que ce n'est pas qu'un rêve, c'est beaucoup de travail, que ce soit dans la technique, les comédiens ou autres. Ouais, démocratiser aussi l'accès à ces métiers, dire que c'est possible, qu'il y a des opportunités présentes. Pour toi, c'est quoi la force de Marseille et ses alentours aussi, la région? La force de Marseille, à mon avis, à mon sens, c'est surtout la lumière, l'ensoleillement qu'on a ici, les décors qui sont tellement variés. Tu peux avoir vraiment de la cité, du bord de mer. Tu peux te croire quand tu peux te croire aux Seychelles. C'est ici, il y a tout. T'as la montagne, t'as tout à proximité. La ville, côté citadin, le côté très nature. Il y a vraiment tout. Et puis il y a surtout l'humain. Donc pourquoi tourner à Marseille? Parce que tous les techniciens, il y a des comédiens. Après les gens bougent aussi, bien sûr. Il y a une lumière incroyable. Enfin, il y a des studios fabuleux. Donc en fait, c'est Hollywood, c'est le petit Los Angeles. Exactement, le nouvel Hollywood. Ouais, mais je pense que surtout là, il me semble-t-il, on demandera plutôt ça des réalisateurs, mais l'ensoleillement, la lumière et le fait qu'il y ait beaucoup de jours. L'énergie de la ville finalement. L'énergie, tout à fait, de la ville et la possibilité d'avoir des gens très variés aussi. Demain, tu fais un film, tu peux avoir vraiment tout ce que tu veux ici. T'as pas besoin d'aller chercher très loin. Exactement. Et c'est pour ça que dans Cinéma Massilia, on reçoit tous les talents locaux pour les mettre en avant. C'est génial. Et on est très heureux de t'avoir, Géraldine, parce que merci. tu es la première féminine en invité, donc ça fait plaisir. Je suis honorée. Merci beaucoup. En parlant d'énergie, c'est vrai que tu as cette énergie communicative. C'est pas un hasard, à mon avis, si tu fais de la série et du théâtre. Ton côté hyperactif là est comblé, je pense. Ouais. Le théâtre, c'est une immense découverte pour moi. Est-ce que je peux dire un mot très vulgaire? J'avais pas les couilles d'aller au théâtre parce qu'on proposait pas forcément d'abord des personnages qui m'intéressaient. J'avais extrêmement peur. Et puis j'ai eu une opportunité de rêve. J'avais tourné avec Patrick Préjean, un grand monsieur de cinéma et de théâtre, qui a tourné avec Beauville, De Funès, qui a fait énormément de scènes aussi, bien évidemment au théâtre. Et j'ai eu l'opportunité de partir avec lui sur une comédie, sur un boulevard. Ma première expérience, Tsunami, avec un metteur en scène aussi de renom, qui s'appelle Olivier Massé. Et cette proposition-là, j'ai pas pu la refuser. J'avais un des 5 personnages principaux sur scène, et je me suis dit avoir la chance de jouer avec Monsieur Préjean, qui sera, alors je l'avais rencontré sur le film, et j'avais adoré sa bienveillance et c'était vraiment extraordinaire de jouer avec lui, et avec Marie-Christine Adam, Ludovic Bertillot, incroyable aussi, Richard Hervé. Donc je me suis dit, quelle chance de pouvoir être avec ces gens-là. Donc j'y suis allée, et j'ai eu très peur. Ça a été beaucoup de travail, et j'ai pris un plaisir immense. Et aujourd'hui, je suis totalement piquée du théâtre, parce que le théâtre, on refait pas les prises. Parce que le théâtre, on peut jouer sans date, avec le même texte, le même décor, les mêmes comédiens, et tous les soirs c'est différent, parce que le public est différent, parce que la réaction est différente, parce qu'on est différent, parce qu'on se sent différent, parce qu'on ose des choses aussi. Et c'est du spectacle vivant. Et comme son nom l'indique, c'est vivant. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, avoir l'interaction avec les gens. Tu vois, là, on se parle pas en interview au téléphone, on parle, on est dans les yeux, et il y a une vraie différence. Et souvent, je donne cet exemple, c'est comme un chanteur, un artiste, on parlait d'artistes tout à l'heure, talentueux marseillais, ils vont enregistrer dans un studio, mais quand ils vont proposer leurs chansons, leur art, ce qu'ils font sur scène, ça prend toute sa réalité, toute son énergie, et vraiment tu le communiques avec les gens. Et c'est ce qu'on a au théâtre, je pense, comme les chanteurs quand ils vont enregistrer et qu'ils vont après sur scène dans un concert, tu vois. Et moi, ça, je suis totalement piquée, je ne peux plus m'en passer. À côté de ça,
c'est bien de pouvoir faire plusieurs choses. Bien sûr. J'ai la chance de pouvoir le faire, on verra. Mais pour le coup, c'est fou. Et dans mon énergie, comme tu dis, j'aime bien faire plein de choses. Et là, c'est vrai que ça me comble. Et ça me fatigue parce que c'est beaucoup d'heures de route. J'imagine. On fait France, Suisse, Belgique, souvent sur les tournées, c'est des heures et des heures et des heures. C'est quoi une vie de tournée, justement? Vous parcourez à la France, il y a eu la Suisse, le Luxembourg, je crois aussi. Belgique, ouais. Est-ce que quand on se lève le matin, forcément, on n'a qu'une chose en tête, c'est la représentation du soir, j'imagine? Oui, alors pas que. Comment tu le traverses? En fait, si tu veux, moi, je vois ça, ce que je te disais aussi que j'ai trouvé dans les tournages, c'est une famille. Quand tu pars 1 an ou 2 ans en tournée avec une famille, avec vraiment des univers très différents, chacun d'entre nous, mais j'ai eu la chance d'être avec des troupes extraordinaires. On visite beaucoup de pays. On fait aussi des petites balades. Donc, quand tu fais une représentation le soir, on part toujours évidemment bien en amont. Donc, très souvent, ce que j'adore dans les tournées, en dehors d'être après sur scène, c'est de pouvoir visiter les villes, les villages, les spécialités du coin. Donc, tu prends quand même 10 kilos, hein, soyons clairs, parce que tu vas goûter toutes les spécialités du coin. Et puis, les gens sont tellement heureux de recevoir. Les locaux sont généreux. Ah là, mais quel enfer, la Suisse, après en Normandie, en Alsace, enfin partout en France, on mange tellement bien, et en Suisse et en Belgique partout, les frites, les trucs, donc c'est infernal. Mais bon, du coup, non, trêve de plaisanterie, c'est vrai, mais bon, pour le coup, ce qui est super, c'est de pouvoir visiter les pays avec les copains et de se cultiver aussi. Moi, je suis partie pendant 2 ans avec Patrick Préjean, Marie-Christine, par exemple. C'est des gens, t'es à table avec eux, on est ensemble. C'est une colonie. Donc, en fait, tu pars en colo pendant 2 ans avec des potes. On rentre un peu chez nous, bien sûr. Mais moi, le soir, aller dîner avec eux, parce qu'on est tout le temps ensemble. Dîner face à Patrick Préjean et entendre toutes ces anecdotes sur De Funès ou Bouleville, je le citais tout à l'heure. Enfin, tu vois, moi, je suis là, je l'écoute, c'est incroyable. Donc, je m'enrichis au niveau du travail parce que j'apprends énormément sur scène. Au début, le théâtre, c'est autre chose aussi, tu vois. Donc, j'ai appris une autre corde à mon arc et aussi au niveau humain, mais aussi au niveau culturel. Je me suis tellement enrichie avec ces gens-là, que ce soit eux ou même des plus jeunes, hein, après. Hein. Mais l'expérience de chacun et de vivre avec les autres, c'est beaucoup, c'est très important. Et ça, en fait, tu le trouves sur les tournages, mais chacun après rentre chez soi. Alors camping, c'est un peu différent. Puisqu'on était tous... moi, j'étais dans le sud. C'était une opportunité, c'était fou d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça, c'est une anecdote. Le tournage vient s'installer chez moi. Parce qu'il faut savoir, maintenant, j'habite à Saucier-les-Pins, je suis à 5 minutes du tournage. Juste à côté, à domicile. À domicile. Mais bon, voilà, donc le théâtre, une tournée, c'est comme ça. Et après, d'être sur scène, bien évidemment, de jouer le texte, d'essayer de le faire le mieux possible pour ses camarades. Et chaque fois, c'est différent. Et j'ai toujours beaucoup de trac. Justement, comment tu te sens 5-10 minutes avant de monter sur scène, avant le lever de rideau? Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Moi, je suis très traqueuse, donc j'ai toujours vraiment le trac. Écoute, j'ai peur, hein, en fait, je suis liquide. La première fois où je suis montée sur scène, c'était terrible, parce que vraiment, pour le coup, j'ai eu tellement peur, tu sais, que je sais pas comment on appelle, tu sais, j'avais des problèmes ophtalmiques, quoi, j'arrivais plus à voir, voilà. Et après, à un moment, tu te dis, j'y vais, hein. T'y vas, hein. Tu dis, je vais pas non plus, je suis pas un chirurgien cardiaque, et tant pis, au pire, on me jettera des tomates. Donc, t'y vas. Mais j'ai toujours beaucoup le trac avant. Alors, ce que je fais maintenant, je suis avec mes partenaires. J'ai eu la chance d'être avec des partenaires qui ont beaucoup plus de talent que moi, beaucoup plus de bouteilles que moi, qui m'ont aidé, qui m'ont, donné la force, tu vois. Moi, je répète beaucoup mon texte. Je vais beaucoup sur la scène avant de jouer, avant le rideau. Je remercie. Je prends un peu, tu vois, je regarde la salle où je suis, que ce soit un théâtre municipal, un théâtre à l'italienne magnifique ou une salle de spectacle, on s'en fout. Ouais, l'acoustique. Mais de prendre tout ça, tu vois. Et après, maintenant, j'essaie de faire des exercices un peu de respiration, tu sais, avant de rentrer sur scène. Et je relis mon texte parce que j'ai toujours peur de la plantade. Et une fois que la représentation est terminée, il y a souvent des standing ovations. Comment on se sent? On est galvanisé? On n'arrive pas à dormir la nuit? Franchement, ça m'a fait bizarre la première fois. Parce que à la télé, apparemment, quand tu finis ton plateau avec ton équipe et que tout le monde s'applaudit, oui. Non, j'avais pas l'habitude de ça. En fait, sincèrement, ça fait du bien. Et sincèrement, c'est une adrénaline, c'est un truc qui monte, qui est assez fou, quoi. Donc, t'as vraiment, je dirais, comment tu me posais la question, comment ça se passe? On se prépare beaucoup en avance, tu vois. Quand on joue à 20h, on vient l'après-midi, on fait des italiennes. Les italiennes, c'est on se dit le texte comme ça sans vraiment le jouer pour l'avoir en bouche. Parce que parfois, on joue pas de 15 jours, hein, c'est pas non plus tous les soirs. Ça dépend. Et après, on va jouer la pièce, t'as toujours la pression. Jusqu'à la fin,
t'es en pression. Pour moi, je parle pour moi. Donc là, je jouais 1h45, on est tout le temps sur scène, toujours la pression de rater, de machin, de foirer, de pas avoir le texte, de planter les copains, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas... Enfin voilà, de tenter des trucs, des fois ça marche, ça marche pas. Ça t'est arrivé de Bien rater sûr. le texte? Comment on Bien fait? sûr. On improvise Alors moi, ou... moi je suis sur des comédies. Encore une fois, j'ai jamais encore joué du théâtre classique ou du seul en scène. Tu te rattrapes comme tu peux, hein. Tu vas pas planter le truc, tu vas pas, salut les gars. Bien sûr. J'ai planté, je sais plus, je me casse. Donc après, en général, il y a toujours beaucoup de bienveillance entre nous. Et tu vois, là, si j'arrive pas à dire un mot, tu vas le trouver, tu vas me dire, c'est ça que tu veux dire, Géraldine? Voilà. Donc on s'aime, on s'aime et on s'aide. Donc du coup, il y a beaucoup de bienveillance et il va peut-être dire la réplique que j'ai pas, etc. Et donc du coup, t'as vraiment cette pression-là du jeu. Donc j'avoue qu'à la fin, quand ça finit et que les gens ont apprécié la pièce, t'es content d'avoir fait le job déjà pour l'auteur, pour tes camarades. Tu vois les gens heureux et nous, c'est ce qu'on ressent en tournée parce que c'est du boulevard. Hein. Moi, je suis jusqu'à présent, j'ai joué, encore une fois, que de la comédie et ça fait beaucoup de bien aux gens parce que c'est dur, la vie est dure, hein, voilà, c'est clair. Quand tu entends les rires aussi. C'est ça. Et nous, on entend des rires. Tu vois, et quand tu vas au théâtre et que tu choisis d'acheter un billet, et il y en a qui économisent beaucoup d'argent pour venir avec leur famille, c'est leur moment de bonheur, où ils ont envie de sortir de leur quotidien et de rire, et pendant 2 heures, ils sont plus dans leur vie, ils sont avec toi sur scène. Donc si tu veux, j'ai cette responsabilité qui me met cette fameuse pression, et en même temps, quand à la fin, quand il y a des rires et quand ça marche, et quand à la fin, les gens t'applaudissent ou se lèvent, ce qui a été le cas sur pas mal de nos représentations, ils disent « Putain, vous m'avez fait du bien, c'était super », et quand on t'applaudit, ben en fait, tu prends, tu vois. Complètement. Tu prends vraiment, quoi. Donc, je le prends et après, t'as un côté, l'adrénaline, voilà. C'est pas tu te prends pour une star, mais moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'émotions. Tu vois, de t'en parler, j'ai les frissons. Je le ressens parfaitement. Juste de t'en parler. J'ai les yeux qui brillent parce que je ressens encore ce moment-là que tu n'as pas forcément sur un tournage. Bien sûr que tu as sur un tournage d'une façon différente. Mais là, quand tu as les gens qui sont devant, et après, moi, je vais toujours, et les équipes avec qui j'étais d'ailleurs, toujours à la rencontre du public. Même si c'est 23h, c'est tout à fait normal. Ils sont venus. C'est bien d'avoir les critiques aussi, tu vois. Et puis, les gens, ils sont contents de te voir. Enfin, c'est sympa, quoi. D'accord. Très intéressant. Ouais, ça, le c'est théâtre. Un truc, on va après parler des prochains projets parce qu'il y a une pièce, justement, qui arrive en septembre. Mais avant ça, il y a eu une expérience au cinéma, La Légende de Florian Essic en 2018. C'était première expérience, génial. Premier rôle aussi dans un long métrage. Il te revient quelles images de ce moment-là? C'était super, j'étais hyper heureuse de tourner parce que j'avais lu le scénario que m'avait envoyé Florent Essic qui était super. Le personnage féminin était très différent de ce que j'avais interprété sur le personnage notamment d'Amandine de Camping. Je sortais de camping, tout juste. Donc c'était vachement bien pour moi de jouer ce personnage-là. Et je jouais en plus avec Patrick Préjean, d'autres comédiens que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'était ma première expérience au cinéma. C'est un beau film qui a eu beaucoup de prix. Qui a été, moi j'ai pas eu de prix, j'ai pas été nommée, mais bon pour le coup qui a eu énormément de prix partout, qui a bien tourné, qui a été encore diffusé pas mal, il y a eu 100 copies, c'était vraiment une super expérience, une première et une super expérience. Un film sans budget, mais j'y suis allée pour le film, bien sûr. Personne n'était payé, enfin c'était de briques et de broc, mais c'est vraiment le sujet qui m'a intéressée, c'était pas le cachet, il y avait pas de cachet. Est-ce que d'avoir fait par exemple beaucoup de télévision, justement, ça peut être un frein pour faire du cinéma? Aujourd'hui on met encore les gens dans les cases, malheureusement, les artistes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as souffert ou c'est le manque de temps qui t'a pas amené vers le long métrage? Non, c'est pas le manque de temps. Peut-être que, je sais pas si j'en ai souffert, mais j'ai toujours travaillé. Après, ça dépend. Je pense qu'il faut une ouverture d'esprit. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça se démocratise quand même. Moi, par exemple, le PEF, Pierre-François Martin-Laval, il m'a appelé directement pour venir. Il a pensé à moi quand il a écrit sur Jeff Panaclock. Il m'a appelé, ah tiens, Géraldine, il y a un petit personnage, il y a un petit rôle et tout. Et puis il me dit, oh, c'est petit, je sais pas si tu vas vouloir le faire. Après, il me dit, mais en fait, il y a pas de petits rôles, il y a que des rôles. Donc, bien évidemment, il y en a qui sont sur un film, sur une réplique et qui restent, voilà, à vie, tu vois. Donc, je pense que ça se démocratise. Je suis peut-être très naïve, je sais pas. Après, l'image télé, forcément, tu peux l'avoir. Mais moi, ça m'a pas empêché de faire du théâtre ou qu'on m'appelle pour des projets. J'ai fait aussi des courts-métrages ou des moyens-métrages qui étaient des projets qui m'intéressaient, où on m'a fait confiance aussi. Après, il faut que tout le monde ait un peu l'idée. Et l'envie, tu vois, évidemment. C'est ça. Évidemment, on va entrer malheureusement déjà dans le climax de cette émission. On arrive à la fin. Géraldine, le temps passe vite. Ah ouais, il y a cette actualité. Mais tant mieux, on prend beaucoup de plaisir à t'écouter. C'est moi. Il y a cette pièce là qui arrive dès la rentrée prochaine en septembre, Le temps qui reste. Ça va être que David Douillet, Philippe Curat et Laurent Olmedo.
Comment est-ce que tu me présenterais cette pièce qui est écrite et mise en scène par Philippe Lelouch? C'est une pièce, moi, qui m'a tout de suite plu. En fait, Philippe Lelouch, j'ai eu la chance je cherchais une pièce pour repartir, parce que je suis donc piquée par le théâtre. Et du coup, il a écrit beaucoup de pièces. Et celle-ci, en fait, je l'avais déjà vue et lue. Le temps qui reste, en fait, c'est qu'est-ce qui nous reste comme temps dans notre vie. En gros, le pitch, c'est mon personnage. Il y a une femme et 3 hommes, c'est des meilleurs amis. Son mari est décédé et ils se retrouvent entre potes chez elle pour boire un pot à la fin de l'enterrement. Et en fait, ils prennent ça pas en dérision, mais ils essaient d'avoir un côté un peu des bons souvenirs de ce Marc qui est malheureusement décédé. Et chacun se parle du temps qui reste, en fait, en se disant mais il a 45, 50, bon peu importe l'âge qu'il a, il est déjà parti, mais le temps passe vite, le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, chacun va révéler un petit peu que sa vie, c'est peut-être pas forcément le temps qui lui reste, il est pas forcément à sa place. Et quelqu'un qui a peut-être d'autres préférences sexuelles, je te dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui fait un métier qui finalement, il a envie d'être rockstar et il est comptable. Pourquoi aujourd'hui, à 50 ans, il va pas aller prendre des cours de guitare? Et en fait, l'idée du temps qui reste, c'est à un moment, il y a une phrase que j'adore dans ce texte, où il y en a un qui dit, mais attendez les gars, en fait, il part tous les étés en vacances dans la même maison. Il dit, mais attends les gars, il nous reste combien de mois d'août? Alors ok, on a 50 ans, mais il nous reste combien de mois d'août à être en forme, à faire la fiesta, à faire les cons, à faire l'apéro, à sauter en l'air, à faire de la moto, à jouer aux boules? Combien il nous en reste en fait de mois d'août? Et quand tu penses comme ça, tu te dis, ah ouais, le temps passe vite. Parce que là, si moi je te demande, Samuel, les 5 derniers mois d'août qui sont passés, c'est passé comme ça. Et en fait, cette notion du temps qui reste permet, alors c'est tout sur forme de comédie, mais permet aux spectateurs qui vont venir voir cette pièce de repartir en ayant bien rigolé et en se posant une vraie question, en se disant, le temps qui me reste, moi, est-ce que ça, j'oserais pas le faire? Est-ce que j'irais pas, tu vois, oser ça? Bien et c'est sûr. ça qui m'a plu dans cette pièce. Je suis avec quelqu'un depuis tant de temps et puis peut-être que l'amour s'essouffle. Est-ce que j'oserais pas partir ailleurs? C'est des questions existentielles. Mon métier me plaît pas et j'ai envie d'aller voyager. Mon rêve, c'est d'aller Kilimandjaro, je l'ai pas fait. Pourquoi j'essaierais pas de réunir l'argent pour le faire? Voilà, donc poser des questions. Et j'ai trouvé que cette pièce était très, très, très importante sur ce sujet-là et ça me plaît. Alors, chaque échange a son dernier acte. Géraldine, et ici, passe par un petit questionnaire. 2 questions pour te découvre autrement. T'es prête? D'accord. Quel est le rôle que tu rêverais d'incarner? Alors, on parlait beaucoup de comédie. C'était beaucoup dans ce que j'ai pu faire comme artiste. Et ce serait bien évidemment plus du drame. Moi, j'aimerais vraiment jouer un personnage très, très dramatique, quelque chose de très lourd, de très noir, aux antipodes de ce que j'ai pu faire, en tout cas de ce qu'on a pu voir de moi. Le côté léger et tout, c'est bien, et j'adore la comédie, je prends beaucoup de plaisir, mais j'aimerais vraiment qu'on me propose quelque chose dans ce sens-là. Tu vois, quelque chose de vraiment de psychologique ou dramatique. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Dans le métier, aie confiance en toi, vis tes rêves, fonce, vas-y. Je suis très, très, très souvent, comme beaucoup, se dire est-ce que je suis bien à ma place ici? Est-ce qu'on a raison de me faire confiance? Voilà. Et en fait, crois en tes rêves, vas-y, n'aie pas peur, fonce. Tu peux te casser la gueule, écoute, au pire, tu te relèves et tu apprends. Donc c'est ça qui est important. Le meilleur conseil, c'est ça. Et j'ai une dernière question, mais celle-là, ce n'est pas moi qui vais te la poser. Je te passe la tablette. Je te laisse appuyer sur le bouton play. Oh, c'est ma sœur. Coucou ma sœur, je suis en direct de la salle de sport. Je sais que comment tu es très sportive. Donc je voulais que tu nous racontes ta meilleure anecdote sport ou moment aventure, moment un peu musclé de ta carrière, que ce soit émission ou film ou série. Quelque chose qui t'a marqué. Gros bisous. Alors, on peut aller sur une émission, pourquoi pas, pour conclure cet entretien. C'est ma sœur, Amélie, qui est comédienne. Qu'on remercie d'avoir joué le jeu pour cette vidéo. J'adore votre petit test. Bon, certains l'ont peut-être vu ou pas. J'ai participé à des Fort Boyard pour des associations. Oui. Et ça a été assez chaotique parce que je ne sais pas... Non, pas chaotique parce que j'ai réussi quasiment toutes mes épreuves. Mais j'avoue qu'il y en a une qui est restée dans les annales et que France Télévisions se fait un plaisir de rediffuser régulièrement, c'est le spa. Donc malheureusement, je sais pas, le père Fouras m'a envoyé dans tous les trucs les plus terribles de Fort Boyard. Et donc j'ai une anecdote. Je vous invite à aller la voir sur YouTube si vous voulez bien vous moquer de moi. Je crois que je suis la personne qui crie le plus, un cochon qu'on égorge crie moins que moi sur cette émission. Donc l'idée c'était 3 baignoires avec des questions que posait le père Fouras.
J'arrive au spa, oui, bon petit spa, Géraldine et tous les autres derrière, oui, vas-y. Et là, l'horreur, c'est-à-dire que je suis vraiment phobique, les rats, les machins et tout. J'en ai vomi, hein. Enfin, je suis désolée, c'est dégueulasse, mais je suis rentrée, donc ils te mettent dans le spa, passe-muraille, te met bien la tête sur l'eau que tu t'échappes pas. Et là, ils te balancent des grenouilles qui te sautent partout et tout, ils te posent des questions. Et là, je ne fais que hurler, j'essaie de répondre, mais tu sais, quand t'es tellement, tu t'auto-ventiles, je voyais des paillettes, j'étais pas bien, enfin, catastrophique. Je réussis, je saute, et là, ils me mettent, mais ça c'était le pire horreur de ma vie, des rats dans l'eau, partout, qui te montent dessus et tout, enfin l'enfer. Le rat s'échappe, il te le remet dessus. Et après des serpents. Et je suis sortie de là, j'étais exténuée de m'être auto-ventilée. J'ai réussi l'épreuve. Mais je t'avoue que je suis allée me cacher dans un coin du fort et voilà. J'invite évidemment tous nos auditeurs à aller la voir après cette interview. Ouais. Ouais, c'était... Ouais. Bon, après, sur Fort Boyard, Voilà. il y en a beaucoup d'anecdotes. Voilà. Pour se dire au revoir, Géraldine, je vais t'inviter à signer notre logo. Hop, Ah. que je vais te décrocher. Merci. Et je t'invite à nous mettre une petite signature, un mot, une pensée, une inspiration en souvenir de cet échange. Ok. Merci beaucoup, Géraldine. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci on a pris beaucoup. le temps de discuter, de revenir oui, sur ton parcours. Oui, on a bien pris le temps. Ça fait du bien dans ce moment où tout est un peu éphémère dans notre époque, donc de prendre le temps de parler de ton métier. On remercie évidemment nos auditeurs, celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Cinéma Cilia, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bien sûr. Ça nous aide aussi pour le référencement. Et comme ça, on peut continuer avec l'équipe des Impatients à vous proposer des interviews de cette qualité avec des personnes aussi passionnées que Géraldine. Merci encore, le meilleur pour la suite. Ouais. Et à bientôt. Merci beaucoup.